Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici les titres de cette édition. La célèbre décharge du village d'Akwedo a été officiellement fermée ce jeudi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ouverte en 1965, elle était arrivée à saturation. Elle va laisser place à un grand parc écologique et urbain. Les travaux de réhabilitation ont été lancés cet après-midi. Le Sénat, la deuxième chambre parlementaire du pays, est désormais opérationnelle après l'installation des bureaux et commissions la semaine dernière. Ce jeudi même, Yamoussoukro, le secrétaire d'État en charge du budget et du portefeuille de l'État, était face aux sénateurs de la Commission des affaires économiques et financières. Et puis à partir de demain 5 juillet et ce jusqu'au 9 juillet prochain, Abidjan accueillera la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Plus de 400 parlementaires issus de 88 pays prendront part à ces assises. Bienvenue dans ce 23h. Démarrons ce journal par la lecture de ce télégramme officiel adressé à son Excellence M. Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, par le président de la République. Monsieur le Président, la célébration de la fête nationale de votre pays me donne l'agréable opportunité de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Il me plaît de saisir cette heureuse circonstance pour former des vœux de santé et de bonheur pour votre Excellence et ceux de concorde et de paix pour le valeureux peuple ami des États-Unis d'Amérique. Je demeure persuadé que sous notre commune impulsion, les relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux nations se renforceront davantage pour le bonheur mutuel de nos populations. Haute considération, ici signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Dans la périphérie de la capitale économique ivoirienne, la célèbre décharge du village d'Akwedo a été officiellement fermée ce jeudi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Avec 18 millions de tonnes de déchets depuis son ouverture en 1965, elle était arrivée à saturation après un usage à plus de 95%. Pour sa nouvelle vie, le site va bénéficier d'un programme de réhabilitation qui comportera un parc urbain, une école de métier de recyclage de déchets au bénéfice des riverains. Le compte-rendu d'Abdoulaye Koné. Par ce geste, le Premier ministre vient de fermer définitivement la décharge sauvage d'Akwedo, à la grande satisfaction des riverains, mais surtout de la chefferie. C'est véritablement un soulagement pour nos parents d'Akwedo, parce que, en tenant compte des odeurs et ce qui ne jouait beaucoup sur la santé des populations. Donc si aujourd'hui cette décharge est fermée, c'est vraiment un soulagement parce qu'on constatera qu'il y aura une meilleure santé pour les populations d'Akwedo. On pensait que la décharge fermée serait abandonnée, parce que là, ça serait un nid de bandits. Cette grande surface qui jadis nous a causé beaucoup de nuisances, Dieu merci. Nous disons beaucoup merci surtout au président de la République, Alassane Ouattara, qui a envoyé son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, pour nous donner la joie de vivre. La fermeture de la décharge, source de nuisances sanitaires et environnementales, laisse la place à la naissance d'un autre projet, la réhabilitation et l'aménagement d'un parc écologique et urbain. Fermer une décharge, ce n'est pas simplement fermer son portail d'entrée. C'est le début d'un long processus de traitement et de transformation. Voilà la mission que vous nous avez confiée, transformer cette décharge, la réhabiliter, faire en sorte que la décharge d'Akwedo, comme d'autres décharges à travers le monde, à Paris ou Tel Aviv, pour ne citer que, devienne un grand espace vert. Au moment où des temps heureux se profilent clairement à l'horizon pour nos parents d'Akwedo, je m'en voudrais de ne pas saisir l'opportunité de cette tribune pour leur rendre un hommage mérité. Oui, Monsieur le Premier ministre, vos parents d'Akwedo Village ont beaucoup souffert de cette proximité avec la décharge qui a fini par faire de leur vie un cauchemar. Car vivre en permanence à côté d'une décharge dont la gestion ne répond à aucune norme sanitaire et environnementale n'est pas du tout aisé. C'est le lieu pour moi de saluer leur patience et de souligner par la même occasion les importants efforts du gouvernement
à l'endroit du village d'Akwedo. Cette action traduit surtout la volonté du gouvernement dans la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de l'environnement, un engagement qui s'inscrit dans l'accord de Paris sur le climat. Il s'agit de laisser un souvenir agréable aux populations qui ont fait montre d'une solidarité et d'une générosité exemplaire en acceptant de céder leurs terres pour recevoir l'ensemble des déchets produits dans le district d'Abidjan depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La réalisation de ce projet, d'un coût global d'environ 96 milliards de francs CFA, est chère à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, quand il s'intègre parfaitement dans le cadre du programme social du gouvernement. Sa mise en œuvre va redonner aux populations d'Akwedo un cadre de vie sain et agréable et offrir des centaines d'emplois directs et indirects aux jeunes. En outre, ce projet intègre un accompagnement social qui s'inscrit dans la continuité du soutien de l'État à la population villageoise d'Akwedo. Le volet social de ce projet concerne les domaines suivants: l'environnement du village, l'éducation, la formation et l'insertion sociale, la santé des populations, les activités de sport et de loisirs, les infrastructures socio-économiques, la gouvernance du village et des mesures financières. Fermer la désormais décharge d'Akwedo qui s'étend sur 153 hectares se veut la responsabilité assumée du gouvernement ivoirien dans son contrat avec la nature. Le démarrage effectif des travaux est prévu pour ce mois de juillet. Également ce jeudi 4 juillet 2019, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, le secrétaire d'État en charge du budget et du portefeuille de l'État était face aux sénateurs de la Commission des affaires économiques et financières. L'objectif de la rencontre, c'était de présenter les grandes articulations du budget 2020-2022. Les précisions de Jean-Jacques Kwame. Pour le premier débat du Sénat, en plus des membres de la Commission des affaires économiques et financières, les autres sénateurs ont répondu présents pour écouter le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État sur les grandes articulations du budget. Selon Moussa Sanogo, au cours de la période 2020-2022, la structure des dépenses de budget fait ressortir une prédominance des dépenses d'investissement suivies de la dette publique et des dépenses de personnel. Les principaux domaines d'intervention de l'État sont l'éducation, la santé, l'emploi, le logement, l'accès à l'eau potable, l'électricité, la sécurité et la lutte contre le grand banditisme. Les questions-réponses ont permis à l'envoyé du gouvernement d'éclairer les sénateurs sur la fiscalité intérieure, la fiscalité de porte et les procédures de passation de marché. La grande innovation, c'est la programmation triennale. À travers cette programmation triennale, le gouvernement entend également poursuivre le renforcement de la qualité des institutions et de la bonne gouvernance. Il entend également assurer le maintien de la stabilité du cadre macroéconomique, ainsi que la diversification et la transformation structurelle de notre économie, tout en consolidant l'impact social de ces actions. La politique budgétaire du gouvernement a été élaborée sur la base de données provisoires qui pourraient connaître quelques évolutions du fait des informations nouvelles qui interviendraient dans les mois à venir avant la présentation du projet de budget au Parlement. Pour le président de la Commission des affaires économiques et financières, le débat a été salutaire. Il a parfaitement répondu à nos attentes parce qu'il nous a donné les informations nécessaires à même de pouvoir apprécier dans les meilleures conditions possibles le budget de 2020. Le projet de budget de l'État pour l'année 2020 est d'environ 8 049 milliards de francs CFA. Intéressons-nous à l'institution même. Après l'installation des bureaux et commissions de la deuxième chambre la semaine dernière, le Sénat est désormais opérationnel. C'est ce que nous explique Roland Catou, sous-directeur des études et du suivi des politiques au Sénat. Les travaux de ce jeudi 4 juillet 2019 marquent un tournant historique pour le Sénat de Côte d'Ivoire.
En effet, il consacre de façon effective l'opérationnalité de cette nouvelle chambre de notre Parlement. Il faut savoir que la Constitution du 8 novembre 2016 fixe au Sénat, en partage avec l'Assemblée nationale, les missions de voter la loi, consentir l'impôt, contrôler l'action gouvernementale, évaluer les politiques publiques. C'est donc un Sénat totalement fonctionnel qui a reçu en ce jour un émissaire du gouvernement, en la personne de Monsieur le secrétaire d'État, Moussa Sanogo, dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Il est à préciser qu'il y a une semaine de cela, Monsieur le secrétaire d'État était devant la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Sa présence en ce jour devant la Commission des affaires économiques et financières du Sénat est une forme de consécration matérielle de la navette parlementaire. Le Sénat est donc totalement fonctionnel à ce jour et le Sénat est prêt à recevoir et examiner les projets ou propositions de loi. Et je vous l'annonçais en titre, la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, s'ouvre demain. Elle se tiendra jusqu'au 9 juillet prochain. Les parlementaires, au nombre de 400, plus de 400 en tout cas, sont issus de 88 pays. Le thème retenu pour cette session est Parlement et renforcement de la démocratie. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, hôte de l'événement, a fait mains et pieds pour la bonne tenue de ses assises. Konaté Moussa. Plus de 400 participants, 83 pays invités. Les assises de la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie auront lieu à Abidjan du 5 au 9 juillet. 52 ans après la création de l'institution parlementaire, la question du renforcement de la démocratie dans l'espace francophone interroge. Les parlementaires de la zone linguistique francophone ont décidé donc de se mettre ensemble, de fédérer leurs forces, de fédérer leurs moyens, non seulement pour s'aider à progresser les uns les autres, mais aussi pour défendre les cultures qui sont propres à ces pays, qui sont membres donc de cet espace francophone-là, et puis surtout de porter des valeurs politiques qui sont celles de la démocratie et celles de la promotion des droits humains. Les États africains sont représentés au sein de l'APF, au total 24 pays, mais dans son fonctionnement, l'organisation interparlementaire joue le jeu de l'équilibre. Les postes donc se renouvellent chaque 2 ans et surtout les postes sont tournants au niveau des différentes régions qui composent l'APF. Donc nous avons la région Afrique, la région Amérique, la région Europe et la région Asie-Pacifique. La présidence est tournante entre la région Afrique et la région Amérique. Au moment où je vous parle, c'est un Québécois donc, qui est le président de l'APF. Et donc, le prochain président de l'APF va venir de la région Afrique. Mais il ne va pas seulement venir de la région Afrique, il va surtout venir de la région Afrique de l'Ouest. L'Afrique s'est subdivisée en sous-régions. Donc, c'est la région Afrique de l'Ouest qui va occuper le poste cette fois-ci. Je rappelle qu'il y a 2 ans avant que nos amis canadiens accèdent au poste, c'est le président de l'Assemblée nationale de la RDC, M. Aubin Minakou, enfin l'ancien président, qui avait été président donc, de l'APF au titre de la région Afrique centrale. Donc cette fois-ci, c'est la région Afrique de l'Ouest qui est partie pour occuper. Donc c'est un parlementaire de cette région-là qui va occuper le poste de président. Au fil des années, l'APF est devenue l'organe consultatif de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Ce rôle de pièce maîtresse fait d'elle le garant de la démocratie dans l'espace francophone. La francophonie a participé à beaucoup de négociations. Prévenir, empêcher que les conflits deviennent violents. Ça compte beaucoup pour les États africains. La francophonie a contribué beaucoup aussi dans l'organisation de nos élections, notamment par l'encadrement ou alors l'observation du processus électoral. Pour un État africain, c'est beaucoup de choses. Et n'oublions pas la coopération économique et la coopération liée au développement pour nos États. C'est immense. De 23 sections au départ, l'institution compte à ce jour 88 sections parlementaires. L'Assemblée parlementaire de la francophonie a adopté des résolutions sur des sujets intéressant la communauté francophone dans les domaines économiques, sociaux et culturels. De la suspension du Parlement en cas de non-respect de la démocratie et de non-renouvellement des institutions dans un pays, l'APF a consolidé ses assises. Si un Parlement ne respecte pas les principes de l'APF,
ce Parlement peut être exclu du bureau ou bien de toutes les activités de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et ce pays ou ce Parlement peut aussi être mis en observation. Ça veut dire qu'il existe vraiment des sanctions contre tous les parlements qui pourraient ne pas respecter les principes de l'APF. La bonne tenue des travaux à Abidjan est le défi que veut relever la Côte d'Ivoire en accueillant la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. En termes d'influence internationale, ça compte. Le fait d'organiser un tel événement dans nos territoires, ça attire le regard de plusieurs pays, aussi bien membres de la francophonie que ceux qui ne sont pas membres de la francophonie sur la Côte d'Ivoire. Donc, ils peuvent avoir des privilèges donc, liés aux investissements. D'abord, ceux qui regardent où se trouve ce pays, la Côte d'Ivoire, ils pourraient mieux se renseigner sur la Côte d'Ivoire et donc porter plus de regard sur la Côte d'Ivoire en termes d'investissement, de coopération. Et n'oublions pas qu'il y a une commission liée à l'éducation, aux affaires culturelles. Ça compte pour un pays comme la Côte d'Ivoire d'avoir des subventions pour appuyer le système éducatif. C'est la 3e fois que la Côte d'Ivoire abrite des rencontres de l'APF. Après celles de 1970 et 1998, la tenue des travaux cette année à Abidjan sera un véritable succès, selon le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Ça sera une grande fête de la francophonie. Je peux rassurer nos amis de la francophonie que la Côte d'Ivoire est enfin prête pour organiser cette grande fête de la francophonie et que la fête sera belle. La 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie sera marquée par un débat général sur le thème Parlement et renforcement de la démocratie. Les commissions et réseaux de l'APF vont se réunir également pour traiter des questions relatives à leur domaine de compétences. Il est aussi prévu la réunion du Parlement francophone des jeunes et la rencontre des femmes parlementaires francophones. Ce qui préoccupe également les Ivoiriens, ce sont les nouvelles cartes nationales d'identité. Elles seront disponibles dans 6 mois et le ministre de l'Intérieur et la société Semlex ont pour cela signé hier le procès verbal marquant le début de la production des nouvelles CNI biométriques. L'opération de renouvellement des cartes devrait durer 24 mois et les parties prenantes de cette action sont en ce moment étaient en atelier pour harmoniser les approches dans la délivrance de ces cartes. Le point de cet atelier avec Kolo Koulibaly. Ce sont des cartes nationales d'identité dotées d'un numéro unique d'identification, une opération qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du registre national des personnes physiques. Pour justement réussir ce pari, les parties prenantes sont en atelier. Il s'agit notamment de l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications qui protège les données personnelles, et la société Semlex. La phase la plus cruciale dans ce projet de registre national des personnes physiques, c'est le renouvellement des cartes nationales d'identité qui sont arrivées à échéance. Donc la prorogation à laquelle nous avons assisté va permettre à l'opérateur de mettre en place tout son système de production, tout le système du RMPP avec toutes les composantes et démarrer la production des cartes nationales d'identité. Et dans 6 mois, en principe, les premières cartes nationales d'identité devaient être entre les mains de leurs titulaires. On aura désormais un système intégré, fiable et sécurisé. Chaque citoyen ivoirien et tout étranger résident ou de passage aura un numéro unique d'identification. La signature du procès verbal ce mercredi entre le ministre de l'Intérieur et la société Semlex marque le T0. Le début de l'opération qui va durer 24 mois. Nous devons ensemble nous battre pour en faire une des plus belles pages de l'histoire de l'identification en Côte d'Ivoire. Nous avons ensemble un défi important à relever. Beaucoup de commentaires sont faits ces dernières semaines sur cette collaboration. Je voudrais que chacune des parties s'engage à faire mentir les commentaires les plus tendancieux. C'est le 8 avril 2019 que l'État et l'entreprise belge Semlex ont signé un accord de partenariat pour la mise en œuvre du registre national des personnes physiques, une base de données qui centralise l'ensemble des informations sur l'état civil des personnes.
À présent, le dossier politique, la nouvelle CEI, la Commission électorale indépendante, est connue depuis hier, mercredi 3 juillet. L'annonce a été faite au terme du Conseil des ministres, une information qui a d'ailleurs suscité les vives réactions de l'opposition qui demande la poursuite des négociations. La nouvelle monture résultante de 5 mois de tractation est fondée sur les documents de proposition de réforme transmis par les parties prenantes et cette nouvelle composition modifie la loi relative à la composition de la commission et apporte un meilleur équilibre dans la composition des organes de la commission centrale du bureau des commissions locales, selon le gouvernement. La nouvelle mouture de la CEI, c'est un dossier de Gabriel Zani que je vous invite à voir. « 15 au lieu de 17 membres, c'est le nombre des membres de la commission centrale de la CEI. Une nouvelle composition adoptée en Conseil des ministres le mercredi 3 juillet. La classe politique réagit. L'AFD et le FPI ont fait des propositions qui sont contenues dans le PV qui a été, je dirais, signé par les différents participants, qui mentionnent des points d'accord, mais qui mentionnent aussi beaucoup de points à discuter. Que donc le FPI et l'AFD sont dans l'entente de la reprise de ces négociations. Le président du FPI, le Front populaire ivoirien, s'exprimait ainsi au cours d'une conférence de presse tenue sur le sujet de la CEI. Des avis divergents qui montrent à l'évidence la pluralité des approches de la recomposition de la CEI. Pourtant, dans la nouvelle composition, la société civile se taille la part du lion avec 6 représentants dans la commission centrale, pendant que la présidence de la République, le ministère de l'Intérieur, le Conseil supérieur de la magistrature obtiennent un représentant chacun. Quant aux partis au pouvoir et aux partis de l'opposition, 3 représentants chacun. Il aura donc fallu 4 séances plénières et 6 rencontres, un comité restreint de haut niveau entre le gouvernement, les acteurs politiques et la société civile pour aboutir à des conclusions actées dans un rapport. La POECI, la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire, était au nombre des acteurs qui ont mené les consultations. Il y a eu 3 points d'accord très importants où tous les groupes les parties prenantes ont été unanimes. C'est sur le retrait du représentant du ministère de l'économie et des finances, le retrait du représentant de l'Assemblée nationale, le retrait des confessions religieuses. Les modifications s'étendent aussi au bureau central qui compte désormais 7 membres. Chacune des commissions locales aura aussi 7 membres. Mais au-delà des divergences constatées à l'issue des travaux, la mise en œuvre de ce cadre de concertation traduit la volonté du gouvernement de décrisper les relations pouvoir-opposition. La mise en œuvre de ce cadre de concertation traduit la volonté du chef de l'État de renforcer les conditions propices à des élections apaisées dans notre pays. Ces échanges font suite à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 18 novembre 2016, demandant à l'État de Côte d'Ivoire la recomposition de la CEI en vue de la rendre plus équilibrée. Selon le ministre de l'Intérieur, les avis des absents aux négociations ont été pris en compte. Sur 9 groupements politiques conviés de façon régulière à ces travaux, 7 ont effectivement pris part à toutes les phases et cela a pu donner, n'est-ce pas, naissance à un document qui a été paraphé par l'ensemble des participants. Le PDCRDA et EDS ont estimé que pour des questions relatives aux termes de référence, n'ont pas, en tout cas, pris part à ces différents travaux. Les préoccupations exprimées par ces 2 parties ont également été prises en compte dans, n'est-ce pas, l'examen de toutes les propositions qui ont été faites. Une chose reste certaine, gouvernement, partis politiques et société civile sont unanimes sur un fait, le renforcement des conditions propices à des élections apaisées. Nous sommes entendus sur les points essentiels de la présence de certains membres d'institutions et tout. Le gouvernement en a cédé. Nous avons aussi cédé un certain nombre de choses jusqu'à ce qu'on arrive à un rapport final. Pour nous, GPP, nous sommes satisfaits de ce qui a été indiqué, sauf qu'il y a un élément nouveau qui n'était pas dans le rapport. Nous pensons qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y aura un cadrage qui va pouvoir évidemment
satisfaire tout le monde. Pour ce politologue, la prise en compte des conclusions du rapport des débats sur la réforme de la CEI restaure la confiance entre les acteurs politiques. Le fait qu'il y ait déjà une table de négociation entre le pouvoir exécutif, les partis d'opposition, la société civile, c'est déjà un gage de cohabitation pacifique. C'est-à-dire que les différentes parties privilégient ne pas recourir à la violence, privilégient ne pas recourir à tout ce qui pourrait mettre en danger la vie des différentes populations. Ça, c'est un geste qui est déjà à saluer. Du 21 janvier au 26 juin 2019, le dialogue politique sur la réforme de la CEI aura duré 5 mois et demi. Mais la nouvelle CEI n'est qu'à mi-parcours de son avènement. Le communiqué du gouvernement du 3 juillet modifie la loi relative à la composition de la CEI. Le projet de loi sera bientôt sur la table des députés. Transparence oblige, le découpage électoral ainsi que la loi électorale feront aussi l'objet de discussions entre les acteurs politiques selon les dispositions contenues dans le rapport sur la CEI. Et notons également que le gouvernement a donné son accord pour que les représentants du président de la République et du ministre en charge de l'administration du territoire ne soient pas candidats au poste de la commission électorale indépendante. Toujours dans la page politique de ce journal, le premier anniversaire du mouvement sur les traces de Félix Houphouët-Boigny rassemblait hier les responsables du RHDP sur la place CP1 de la commune de Yopougon. L'occasion pour les militants du RHDP de célébrer les actions de leur leader Alassane Ouattara. Le compte-rendu de Sidonie Davila. Il y a un an, des militants du PDCI RDA marquaient leur entrée définitive au RHDP. Une adhésion qui a vu la création du mouvement sur les traces de Félix Houphouët-Boigny le 3 juillet 2018. Pour commémorer cet événement, un an après, ces ex-militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ensemble avec les membres de leur parti, le RHDP, se sont retrouvés pour faire le point. Nous étions persuadés, convaincus que nous étions sur la bonne voie. Ce parcours n'a vraiment pas été un cours d'eau tranquille. Mais nous ne nous sommes pas laissés décourager ni attendrir parce que nous avions pour nous notre conviction, parce que nous étions encadrés par le président Alassane Ouattara et le président du directoire du RHDP, le premier ministre Amadou Bon Coulibaly, qui nous entouraient de leurs sages conseils. Depuis la place CP1 de Yopougon, où se tient cette cérémonie festive, Kobenan Kwasi Adjoumani appelle à l'apaisement. Nous devons montrer un nouveau visage, manifester plus d'amour pour notre pays, plus d'intérêt pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous devons donc désarmer nos cœurs et nous inscrire dans une démarche politique qui mette au-dessus de tout l'intérêt supérieur de la nation. C'est un anniversaire qui a pris les allures d'un grand rassemblement du Gotha du RHDP en honneur d'Alassane Ouattara, le président de la République. Une démonstration de force. Aujourd'hui, le RHDP représente l'ensemble des forces vives, n'est-ce pas, du pays, et avec des équipes comme celles qui sont dirigées par le président Alassane, nous sommes convaincus que nous avons fait le bon choix. Nous sommes avec le président Alassane Ouattara pour justement avancer vers le progrès de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est maintenant. Dans quelques instants, le développement de la Côte d'Ivoire ici. Le RHDP est un parti libérateur, est un parti qui me rappelle Houphouët-Boigny. Et c'est cela que je voudrais féliciter Alassane Ouattara, de tout le monde voir ce travail bien fait. Pour les militants du RHDP, le combat continue. Ils ont pris un engagement ferme d'investir le terrain pour véhiculer le message de paix et de développement. Ce qui marque l'actualité sur le continent africain, c'est bien évidemment la CAN 2019. Les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football s'ouvrent demain, vendredi 5 juillet. Et pour la première journée de ce deuxième tour de la compétition, le Maroc sera face au Bénin au stade Al-Salam du Caire. Ce sera à 16h00. Le deuxième duel de la journée opposera à 19h l'Ouganda au Sénégal. Et ce sera au stade international du Caire. Et ces matchs sont à suivre en direct sur RTI 1. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée chez vous.